Qu'est-ce qu'on s'est dit avant de partir? On s'est dit que l'art était absolument politique et c'est le titre du jour, c'est-à-dire la tension qu'il peut y avoir entre les deux univers, les deux grands blocs qui vont se constituer. Vous allez le découvrir et ça va vous donner envie de regarder le documentaire que voici. Juin 1964. Un vent de panique souffle sur Venise. Le grand prix de peinture de la Biennale vient d'être donné au jeune peintre américain Robert Rauschenberg devant une école de Paris dépitée. On crie au scandale, à la trahison. Après 50 ans de règne sans partage des artistes français, la Biennale a livré l'art aux artistes pop américains. C'est le triomphe d'une Amérique sûre d'elle-même et fière de sa culture qui rayonne sur le monde. Une victoire qui va faire de New York la nouvelle capitale internationale de l'art pour plus d'un demi-siècle. On a dit pour plus d'un demi-siècle. C'est-à-dire que dans ces années 30 à 50, la bascule va aller vers l'art américain. Et j'ai essayé de montrer hier comment les enjeux des grands blocs politiques nazis, russes, s'étaient posés. Et vous allez voir, et c'est très étonnant dans ce documentaire qui a été en ligne et qu'on trouve sur YouTube. Et la question s'est posée pour l'art américain parce que l'art américain n'a pas été soutenu, il était trop nouveau, il était trop surprenant. Et donc, pour vous donner envie de rester pendant les 40 minutes qui nous réunissent, ça ne va pas être facile. Certains de ces artistes sont plutôt communistes dans une période où le macartisme va accentuer, c'est-à-dire la dénonciation et le jugement, même la prison ou l'exil pour certains artistes américains parce qu'ils sont trop proches des communistes. Et puis, il y a une surprise que révèle cette face cachée de l'art américain, c'est tout simplement que la CIA va s'en mêler et va aider cet art qui s'est créé sans lui, mais où elle va comprendre, et notamment avec le travail du MoMA, c'est-à-dire du musée d'art moderne de New York qui a ouvert en 1929, il va aider à pousser cet art américain. Mais le début de ce documentaire est intéressant parce qu'on y voit nos artistes européens en train de traverser l'eau. Mais cette histoire débute 25 ans plus tôt, à l'été 1940, alors que Hitler vient d'envahir la France. Pour beaucoup, fuir devient une question de vie ou de mort. L'Amérique a compris le danger de la menace et a envoyé un jeune émissaire du nom de Varian Fry pour aider intellectuels et artistes menacés par le régime nazi à fuir l'Europe. Fry met en place une filière et réussit à en exfiltrer plus de 2000. Partout en Europe, les nazis brûlent les livres, expurgent les musées de leurs tableaux. Hitler méprise l'art moderne qu'il considère dégénéré. Pour lui, la mission de l'art n'est pas de se vautrer dans la crasse pour l'amour de la crasse, de peindre un être humain dans un état de putréfaction. L'art européen vient de traverser l'Atlantique. La défaite de la France face à l'Allemagne a été ressentie comme la chute du symbole de la liberté. Paris n'est plus Paris. Pour les peintres, le nom de l'artiste est en bas de l'écran en noir, Zadkine. Ossip Zadkine, Piet Mondrian, Marc Chagall, Yves Tanguy, Salvador Dali, André Masson, Max Ernst, la capitulation a été vécue comme un traumatisme. Les surréalistes ont trouvé en Amérique une patrie qui s'avère être la seule à pouvoir défendre les valeurs démocratiques auxquelles ils sont attachés. Pour ces artistes, le seul remède au sentiment d'errance est l'amitié. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wonder now from door to door. Why don't you do right like some other men do?
Accueillis à New York par leurs amis Marcel Duchamp et Alexandre Calder qui les ont précédés, la colonie d'artistes forme vite une sorte d'underground francophone qui sait garder son esprit surréaliste. They were quite frightened and quite anxious. They were not an old men. They were not all that established. Many of them did not speak English. In the first several years, in the artists in exile situation, it was a time of dread with the possibility that the humanistic values the modern art represented would really disappear. At the same time, they were largely hosted by the American art establishment, by the Museum of Modern Art, which is a very elite club. Dès leur arrivée à New York, la French Modern Painting est réunie à la galerie de Pierre Matisse pour une première exposition en Amérique. Ici, André Breton. Tout est à recommencer. À l'automne 42, la milliardaire et collectionneuse Peggy Guggenheim, qui a épousé Max Ernst, sera leur bonne étoile. Peggy vient d'ouvrir sa galerie Art of this Century, dans laquelle elle présente une partie de sa collection surréaliste. On y paye l'entrée $1 au bénéfice de la Croix-Rouge américaine. Vous remarquez aussi comme les murs incurvés, le mobilier d'exposition, le fait que les toiles soient en train de flotter, on est en train d'inventer avec Peggy Guggenheim, des indépendantes, une nouvelle façon de montrer la peinture, surréaliste d'abord. Peggy ne pose qu'une condition, les tableaux doivent être présentés sans cadre. Je suis parfaitement consciente de la responsabilité que je prends en ouvrant au public cette galerie et la collection qu'elle contient, à un moment où les gens se battent pour leur vie et leur liberté. Cette entreprise n'aura de sens que si elle parvient à servir le futur au lieu de commémorer le passé. Belle idée. Pour elle, contribuer à construire l'avenir, c'est promouvoir les jeunes artistes américains qui proposent des formes nouvelles, Motherwell, Rothko, de Kooning, et surtout Jackson Pollock. Vous comprenez le principe. Qui sont les artistes surréalistes qu'on connaît peut-être quelquefois moins bien, qui sont partis d'Europe vers les États-Unis? André Masson, que voilà, le dessin automatique, on prend de l'encre, on laisse couler, l'encre est très fluide. Si vous travaillez à la verticale, vous allez pouvoir avoir un fil de votre pinceau qui coule et qui reprend, qui se déplace et qui permet de ne pas trop penser. Le même va peindre, je le disais, avec de la colle qu'il va répandre un peu partout et sur laquelle il va jeter du sable et donc créer une espèce de sous-texte avant de peindre sans suivre forcément les mêmes motifs. Ce même André Masson, qui plaira beaucoup à Henri Michaud, qu'on verra bientôt, accumule les traits, une sorte d'effet de saturation qui empêche une lecture habituelle, en fait, une lecture qui fait qu'il y aurait des plans, comme entre guillemets dans les tableaux de Dali. On a quelque chose qui part dans plusieurs sens, qu'on pourrait tourner dans un sens ou dans l'autre et qui fonctionnerait tout autant. Il y a une sorte de dilatation de l'espace qui part du centre vers les bords. Et ce rapport au bord va être quelque chose d'assez important. Un autre peu connu et qui pourtant va avoir une enfants et petits-enfants importants, Roberto Matta, qui aura comme fils, j'en parlerai plus tard parce que je l'admire beaucoup, Gordon Matta Clark, et qui a comme petit-fils Ramuncho Matta, qui est un merveilleux peintre vivant, tout à fait vivant. Matta va, comme surréaliste, apporter quelque chose d'autre que cette écriture automatique. C'est cette espèce de jeu qu'on voit, c'est une peinture qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs. Oui, c'est esquissé avec un brin, en jus, des choses assez liquides, un peu empâtées par endroits, et sur lesquelles, quand la peinture à l'huile n'est pas tout à fait sèche, mais quand elle commence à prendre un petit peu et qu'elle poisse, les iconistes disent quand la peinture est amoureuse, c'est-à-dire il faut qu'elle soit collante un petit peu, mais pas trop non plus, ce qu'on attend d'une amoureuse. Eh bien, on peut, avec un pinceau souple, frotter à peine la surface et obtenir l'effet que vous voyez là, c'est-à-dire quelque chose qui soit un empattement par endroit et une sorte de caresse de la surface qui va créer un rythme à l'intérieur de l'image.
et qui va permettre, on le voit ici aussi, d'avoir des contours qui soient, c'est le principe de la peinture à l'huile, hein, ça se fait depuis, on va dire, 1450 avec Van Eyck, qui l'a inventé, les frères. Ça va permettre de jouer avec des effets de transparence, ce qu'on a vu ici, du liquide, des éléments plus empâtés qui reviennent par-dessus, mais surtout des transitions, en fait, des choses qui passent de l'un à l'autre, ce qu'on appelle un modelé, qui fait qu'imperceptiblement, on passe d'un élément à un autre. Vous voyez, l'élément blanc, c'est une sorte de... C'est le blanc qui est ici, qui est en pleine pâte, et qui, quand il est frotté légèrement sur le brun en dessous, va nous faire une espèce de gris. Donc une espèce de lecture à plusieurs vitesses qui fait qu'on entre dans la toile en profondeur. Ici, on a du foncé, et puis on a une espèce de lumière qui nous fait aller dans le fond. On a cet effet de blanc qui vient devant, et en même temps un rythme d'entrée dans l'image qui est abstraite, hein, qui ne signifie rien. L'abstraction a été inventée depuis un moment, une vingtaine d'années, qui fait que le graphisme, dans un deuxième temps, nous fait une autre lecture. On a comme des pics, comme des motifs qui vont, qui viennent, et qui font une espèce d'écriture qui ressemble à cette écriture automatique de Masson, mais qui ressemble en un sens aussi pas mal à... Ça pourrait paraître étonnant, et pourtant ça intéressera son fils, mais à du graffiti, à des choses qui sont peintes, puisque vous savez que sur les murs de graffiti, il y a toujours quelque chose en dessous, et donc il va falloir jouer avec cette sous-couche et ce fond actif. Roberto Matta est très important dans l'inspiration que vont avoir les peintres américains que je vous montre aujourd'hui, et dont le documentaire a commencé à parler. Le troisième qu'on voyait avec son costume 3 pièces, c'est Yves Tanguy, qui fait une peinture très petite, très belle, elle aussi avec une belle matière de peinture à l'huile, la pixelisation c'est mon scan, et qui donne des espèces de motifs abstraits, étonnants, comme on pourrait les trouver en un sens chez Dali, mais chez Dali, ça s'oriente toujours vers quelque chose de ressemblant, réaliste. Là, on a des espèces de flageolets qui flottent et qui sont dans l'espace grâce à l'ombre ici. On a quelque chose qui est à la fois très bien dessiné, très précisément fait, et qui en même temps joue d'un premier plan et d'un arrière-plan par la matière et par la circulation de la matière. C'est assez apaisant, c'est assez inquiétant si on s'y penche, puisque ce sont des effets d'os, de choses diverses. Masson, Matta, Tanguy, des choses qui sont très très belles, c'est des très belles surfaces qui vont bien passionner les peintres de la matière dont je vais parler un peu plus tard. Nous revoilà dans notre petit documentaire. À la fin de la guerre, les Alliés occidentaux sont confrontés à un énorme problème. Ils ont remporté une large victoire, mais grâce à l'intervention et à l'aide de l'Union soviétique. Il devient dès lors capital pour les propagandistes américains et britanniques de raconter une toute autre histoire. Il faut détester l'URSS. Celui qu'on surnommait l'oncle Joe devient Staline, le démon personnifié. Le conflit est terminé, mais maintenant, les deux anciens alliés se retrouvent face à face, de part et d'autre de fils barbelés. Staline ne veut pas du plan Marshall, qu'il dénonce comme un programme d'ingérence et de soumission des États européens. C'est pas faux et c'est bien vu. C'est une des façons qu'ont les États-Unis d'entrer en Europe et d'y rester bien longtemps. Pour les Américains, ce programme économique va devenir la pierre angulaire de leur politique anti-soviétique. C'est le début de la guerre froide qui va bientôt séparer le monde en deux blocs. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique cherche à établir des partenariats commerciaux, bien sûr, mais aussi à créer une séparation, un mur invisible entre l'Europe de l'Ouest et l'URSS. Parallèlement, un plan Marshall culturel se met en place. Ça n'apparaît pas dans les films d'archives, car personne ne le voit. C'est fait en secret. Un plan Marshall culturel, c'est le sujet de la face cachée de l'art américain. Il faut vraiment se rendre compte que l'après-Seconde Guerre mondiale est une période de compétition politique féroce entre les deux blocs, mais aussi entre nations. Et que la culture devient un terrain certainement pas essentiel pour la plupart des acteurs de cette lutte pour la domination, mais en tout cas un terrain suffisamment important pour qu'il soit très fortement investi par l'État. L'Amérique est devenue le pays le plus puissant du monde, politiquement et économiquement. Mais elle est vue par le vieux continent comme un pays sans culture, incapable de produire un art en rapport avec la vie des gens.
Favoriser l'émergence de l'art américain sera un moyen d'accroître son influence. Ce que les Américains vont faire, étant donné qu'ils n'avaient pas de ministère de la Culture, ils n'en ont toujours pas d'ailleurs, c'est proposer, avec l'approbation du Congrès, que les départements d'État fassent la promotion de ce nouvel art américain que l'on voit se développer dans les années d'après-guerre. En 1947, ils lancent une exposition qu'ils intitulent « Faire avancer l'art américain ». Leurs intentions sont très claires, presque naïvement claires. Cette exposition itinérante va voyager à travers l'Europe et s'arrêter dans les grandes capitales. Faire avancer l'art américain. Faire avancer l'art américain. 79 œuvres de peintres figuratifs engagés et de quelques jeunes abstraits de l'avant-garde vont avoir pour rôle de représenter toute la vigueur de l'Amérique. Une exposition itinérante qui illustre la liberté d'expression dont jouissent les artistes en Amérique. Mais une controverse éclate. Des voix s'élèvent rapidement contre le financement de l'exposition qui est organisée par le département d'État. Très vite, des voix s'élèvent pour protester contre l'utilisation des deniers publics pour financer une exposition jugée, je cite, « merdique ». On crie au complot et même à la trahison. Vous comprenez que l'enjeu politique n'est pas petit. Comment on va valoriser l'art américain? J'ai dit que les États-Unis s'étaient tournés vers la modernité. Ça ne se fait pas tout de suite. Il y a des tendances à l'intérieur de l'art américain. C'est American Gothic que tout le monde connaît. Ces images des merveilles d'illustration de Norman Rockwell qui font l'admiration de Dick Rivers et d'autres amis des États-Unis, qui font l'admiration par le rendu technique, par la capacité de dessiner, de peindre, la précision incroyable, mais aussi par leur espièglerie. C'est un art de la vie de tous les jours et de la représentation beaucoup plus politique qu'on ne peut l'imaginer quand vous regardez ces images de Norman Rockwell, symbole d'un art de vivre américain, et dans cet autoportrait, une façon pour lui de montrer sa dette à l'égard de Dürer, Rembrandt, Picasso, Van Gogh, les peintres pompiers, la précision du rendu, et de l'ironie, puisqu'il a l'air un peu aveugle, perdu, et que sur l'image de l'artiste absolu, hein, miroir, palette, forte main, il est le symbole de ce que serait un artiste. C'est une sorte de pied de nez pour un illustrateur. Une façon de jouer avec autre chose que les sentiments dans lesquels on met Norman Rockwell la plupart du temps. Voilà, le joyeux anniversaire de la maîtresse. Non, il y a un jeu avec l'image et avec le sens de l'image, de plusieurs niveaux de sens de l'image qui lui permettent quelquefois d'être très politique. Une autre chose qu'on avait vue, c'est que l'art américain est aussi, il est un peu folklorique, il est un peu passéiste, il est aussi ce qu'on appelle précisionniste, c'est-à-dire fasciné par la géométrie, l'abstraction et les villes nouvelles, l'architecture que le décor américain est en train de construire et développer depuis la fin du 19e siècle. Et puis, on ne connaît pas, c'est pour ça que je le montre, Morton Chambers, qui est un des précisionnistes, un des artistes, pardon, qui joue du jeu du non-art. En fait, il est ami avec Man Ray, et Man Ray est américain, pour le rappeler, avant de venir avec son copain Duchamp influencer et faire le pont entre les deux. Là encore, Charles Schiller, une merveille, qui fait l'admiration de mon copain François Bon. Le musée d'art moderne de 29 est ouvert et va donner accès. On voit ici Cézanne, on voit du Gauguin, on voit du Rassignac, on voit d'autres Cézanne. C'est une occasion. L'art américain, mais les collectionneurs russes vont acheter beaucoup de cubisme dans cette période d'avant les années 20. Mais quand le musée ouvre en 29, il va être à la fois celui qui collectionne et qui montre. Et comment apprend-on sinon en regardant ce qu'ont fait les plus audacieux avant? Et dans le même temps, on va le voir juste après, qui va ouvrir sa porte aux jeunes artistes. Alors, je vais en montrer 4, et on va mettre 5 parce que j'ai pas mal montré le petit monsieur Pollock, et c'est lui la star, mais en ce moment est exposé le travail de
sa femme, Lee Krasner, qui passe dans une école d'art américaine, accès développement des écoles d'art, de la transmission, et elle va avoir comme professeur, Lee Krasner, elle va avoir comme professeur Hans Hofmann, qui est l'anticipateur en fait de toute cette école de peinture américaine. On pourrait mettre entre ces précisionnistes, cette peinture folklorique, ce qu'on a appelé l'Ashcan School, c'est-à-dire l'école de la poubelle, dans lequel on va vite, on mettrait Hopper, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit sur la tension qu'il y a à l'intérieur d'une image. Ce qui est intéressant, c'est que le Hans Hofmann est le prof de Rothko. Il est ami avec... il est prof de Greenberg et il est prof de Robert De Niro, le père, qui a été exposé à la piscine de Roubaix. Et il est assistant de Delaunay, c'est-à-dire il y a une vraie transmission, puisqu'il est resté ami avec d'autres assistants de Delaunay. Et sa façon de synthétiser la peinture française est intéressante. Il appelle ça le push, pousser, and pull, tirer. C'est-à-dire, comment, c'est ce que je viens de montrer avec les dessins de Masson, c'est comment d'un morceau je peux tirer la matière. Non plus une idée globale comme le ferait, on va dire, Léonard, un cadre, dessiner, délimiter une surface dans laquelle je projette une idée que je vais construire, mais être dans l'idée de partir de quelque chose que vous posez et depuis ce petit quelque chose, trouver, puis trouver, puis trouver, puis trouver. Voilà quelque chose qui, comme une plante, comme peint Monet avant, et comme Monet peut être considéré comme un des pères de la peinture abstraite, comment d'un morceau, il va y avoir comme une excroissance de peinture et de surface. Quand on regarde le travail de Hans Hofmann, on s'aperçoit que ça peut être encore considéré comme figuratif. On voit une ville, on voit des symboles, peut-être des fenêtres. On voit aussi beaucoup d'audace, beaucoup de force. C'est 1954, vous voyez, c'est pas très grand, 48 par 84. Et dans les projets, j'en ai parlé du gouvernement américain, il s'agit d'aider les artistes. C'est le Federal Art Project dans lequel se retrouve Lee Krasner qui est à gauche, la femme de Jackson Pollock, qui, comme il va avoir un soutien et une énergie incroyable, il va un peu mettre de côté sa femme, mais dont on découvre aujourd'hui le talent. Alors Pollock, vous le savez, de la peinture qui coule dans un pot, donc une peinture à l'horizontale, une peinture sans dessin préalable et qui va très vite devenir un peu le repère de ce que serait la peinture américaine, une peinture qui n'a ni début ni fin. Et on le voit dans son atelier. Ici, il y a Lee Krasner qui est peintre quand ils se rencontrent, les élèves de Hofmann, et qui va être toujours à ses côtés et avoir, encore ici, une attitude merveilleuse vis-à-vis de lui quand il meurt très tôt. Voilà la façon dont l'Amérique va vendre ses artistes. Il les appelle les irascibles. Et il n'y a qu'une seule femme. Vous n'aurez qu'à lire l'histoire de cette femme qui s'appelle Nina Lynn. Voilà Lee Krasner qui va jusqu'à la fin être le soutien de Pollock, qui va mourir très jeune, alcoolique, il est insupportable et d'un accident de bagnole, et qui va continuer, c'est ça qui est merveilleux dans ce couple, à valoriser le travail de Pollock et à le faire connaître. Ça, c'est la peinture de Krasner, c'est-à-dire quelque chose, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, chez Gorky, chez Motherwell, c'est de la peinture de Picasso ou de Matisse prolongée avec d'autres moyens. On a quelque chose qui est assez gestuel, et l'espèce de « et » là, il est fait avec un gros pinceau, sans reprendre de la peinture. Ici, pareil, vous prenez un gros pinceau, et s'il est un peu sec, la traînée va faire une marque, va faire un gris, et donc une forme qui se délimite moins, comme le noir sur le blanc ici. Hop, ça fait une petite transition qui fait qu'on n'a pas que du noir et du blanc, on a des modalités, et qui suit à la fois, avec une peinture très liquide, l'énergie du geste, action painting, action, peindre par le geste, et non plus par le sens ou par la signification. Ce qui est intéressant chez Lee Krasner, c'est pour ça que je vais en montrer quelques-uns, c'est qu'elle n'a pas un style général comme l'a finalement Pollock. Elle va toute sa vie remettre en cause la façon de travailler. Jouer avec la disparition du motif, on ne sait pas très bien ce qui est devant et ce qui est derrière, on a presque une grille abstraite et étouffante, et on n'a pas non plus les théoriciens de l'art américain qui se développent à ce moment-là, Rosenberg et Greenberg. Lisez les petits hors-série de Art Press qui montrent et qui donnent la parole à ces critiques d'art. On a besoin d'une peinture américaine, nous disent
ces critiques-là. Et cette peinture, il l'appelle aussi all over, c'est-à-dire elle n'a pas de début, pas de fin. On pourrait la mettre dans tous les sens et elle garde de sa pertinence et de sa fraîcheur en un sens. On a l'impression qu'elle vient d'être faite à l'instant et on voit avec une forme comme celle-ci à quel point elle doit à Matisse, à ses découpages et à sa liberté de couleur. Elle doit aussi au Picasso de Guernica, en fait, au Picasso de la déformation, de l'énergie du déchirement. Et elle doit aussi à l'art mural dont je parlerai lundi, c'est-à-dire à des très très grandes dimensions qui correspondent aux commandes de l'État américain, mais aussi à l'art qui est venu du Mexique. C'est-à-dire de travailler politiquement pour que le public voit le travail, pour que dans la rue, il soit interpellé. Alors c'est Frida Kahlo qui est connu, mais Diego Rivera, Roscoe, qui est là pour nourrir, dans un régime communiste qui s'est instauré au Mexique, pour nourrir le public dans la rue et qui va donc travailler en très très grand format. Ça, c'est une des particularités de cet art américain qui joue plutôt avec les bords, on va dire. Il n'y a jamais de centre, si vous regardez bien. On aurait bien du mal à dire où est la dynamique. Ça part partout, ça sort, all over. Ça peut tourner dans tous les sens. Et il n'y a pas beaucoup de jeux profonds, pas profonds. C'est dans un deuxième temps qu'on va creuser pour essayer de comprendre où est-ce que c'est le gris qui est au fond, est-ce que c'est devant, est-ce que c'est derrière. C'est un jeu qui est très passionnant par ses contours, en fait. C'est-à-dire qu'on a des endroits où c'est bien net. Vous voyez ici, tac, le jaune par rapport au brun. Et il y a des endroits où ça bave. Il y a des endroits où ça coule. Il y a des endroits où ça frottouille dans le sec. Il y a des endroits où ça crache. Des rythmes et des différences d'écriture de contours qui fait que la peinture, ça ne s'applique pas de la même façon que vous le faites sur une porte, de façon régulière. Au moment, il y a peu, rétrospective de Lee Krasner. Premier élément, puisque Madame est exposée en ce moment en France. Le second, et c'est plus bref, mais c'est tout à fait passionnant, le second est un homme important parce que Archil Gorky est un migrant, comme Rothko qu'on verra dans quelques jours, c'est-à-dire des gens qui quittent l'Europe pour venir aux États-Unis se nourrir et découvrir, vous comprenez, avec le contact des artistes européens, quelque chose. Et si je devais aller vite pour symboliser le travail de Gorky, qui est moins connu que Pollock, alors ce qui est très drôle, c'est que Greenberg est une vraie peau de vache. Il dit qu'il existe du bon art et du mauvais art, c'est là le point essentiel. Voilà. Une sorte de discours de type véhément, vieux con sur la fin, et passionnant parce qu'il a défendu jusqu'au bout le travail. Et beaucoup ont dit que Pollock n'était pas peintre, en fait, qu'à force de jouer sur cette énergie, il n'y avait pas le travail que va avoir Gorky, c'est-à-dire quelque chose qui fait penser à Miro dans ce qu'on a sous les yeux, quelque chose qui fait penser à Picasso. Et je vais y aller moi-même à la punk. Je trouve qu'il y a chez Gorky quelque chose de l'énergie. Vous voyez le visage basculé de Guernica qui est en train de crier avec le cou qui sort. Les tensions des bras qui se lèvent ou des ampoules qui s'allument. J'y vais fort, c'est que je trouve que Gorky va plus loin que ce que Picasso fait. Picasso a trouvé dans Guernica quelque chose de très fort, et il y a chez Gorky ce que John Graham, qui est un des premiers théoriciens, va écrire en 1937, une pratique artistique où la pensée, le sentiment est une écriture automatique. C'est-à-dire il n'y a plus rien qui est calculé, on pense en faisant dans l'énergie, et on sent par l'énergie et qui donc se sépare de ce qui était avant. C'est-à-dire que je trouve, c'est pour ça que j'y vais un peu fort, qu'il y a chez Picasso une audace de dessin, de destruction, de déformation, mais dans lequel il reste dessinateur. Finalement, la couleur compte peu chez Picasso. Elle est intéressante comme jeu presque kitsch, avec le décalage par rapport à l'image. Chez Gorky, on a un travail de dessinateur de déformation, comme on le trouve dans les premiers Pollock, mais en plus, un travail de peintre qui est très beau de couleurs. Vous voyez, les petits zigouillis dessus ne suivent pas, les petits zinzins. Bzz, bzz, bzz. Là, on voit que ça a été tracé avant, le gris vient passer par-dessus. On voit que le gris foncé bleu ici vient faire une forme dans le blanc qui est en dessous, mais ce n'est pas un blanc, c'est un gris, le blanc est là. On voit que ces traits suivent des formes, quelquefois s'en séparent, ils vont plus loin. On voit d'ailleurs comment
le créateur de pochette Steinway, qu'on a vu, peut être influencé par cette peinture qui est à la mode à ce moment-là. Ce que dit John Graham quand on va plus loin, c'est que on peut parler d'expressionnisme abstrait. L'expressionnisme était du côté des Allemands, une sorte d'exagération du motif, et de Dracula, de la figure du clown, de personnages monstrueux comme le docteur Mabuse, et au cinéma, mais aussi dans les figures de nu, dans le rapport à la nature. Et le mot expressionniste n'a pas le même sens ici. Il s'agit d'aller plus loin, d'exagérer le rapport de forme, le rapport de couleur. Et c'est là où le terme va avoir une grande notoriété, expressionnisme abstrait. Après tout, dans expression, on s'attend à ce que ce soit quelque chose qui aille de l'avant et qui soit en train de pousser le sens, alors que là, on est sur quelque chose qui est abstrait. Voilà. Le contenu de la peinture n'a plus rien à voir avec son motif. Il n'y a plus de sujet. Gorky, de Kooning, Pollock, Motherwell, Klein, Newman, Steele, Rothko, on en verra certains après, vont parmi d'autres progressivement élaborer une peinture non réaliste qui veut traiter de thèmes universels qu'ils considèrent de manière pour le moins ambiguë avoir été négligés par le modernisme européen. Ils sont en train de dire, on va plus loin, on va aller au-delà de ce que la peinture moderne européenne a pu faire. Alors un autre exemple qui va tout aussi loin, c'est Robert Motherwell. Voilà son nom. Il va en plus, dans cette peinture abstraite, appeler ça une élégie à la République espagnole. Je pourrais l'expliquer d'une façon simple. C'est une peinture qu'il faut voir en vrai. C'est sa matière qui est belle, qui est presque précieuse. Un collage. Ça pourrait être du Picasso, ça pourrait être les premiers collages cubistes. Par contre, un collage irrégulier, ce que je vous invite à faire, parce que quand on déchire le papier à la main, la netteté n'est pas celle d'un outil comme des ciseaux, et donc l'irrégularité du déchirement fait une espèce de transition, comme je la montrais dans le tableau de Mata, c'est-à-dire une espèce de dégradé, de modelé, de passage, qui fait que vous voyez le bleu, il vient frotter, s'approcher avec un peu plus clair que ne le fait la découpe du brun sur le jaune. Alors, on a une structure de découpage. Par contre, si je vais vite aussi, autant Gorky, c'est du Picasso prolongé et mieux, je vais me faire des amis, mais là, on a du Matisse prolongé et mieux, c'est-à-dire il y a une force, une puissance dans ces images, on dirait des petits découpages simplifiés, mais dans la façon de gérer ces contours, je vous le redis, et dans la façon de jouer avec la couleur forte, le noir sur le jaune, le bordeaux, mais qui est un peu transparent, donc qui va un peu bouger à l'intérieur quand on remplit la couleur, puisqu'elle est peu opaque et qu'elle a peu de corps, elle va vibrer et donc elle ne va pas donner la même surface, elle ne va pas avoir la même importance que quand on est sur quelque chose d'irrégulier. C'est ce qu'on conseille souvent, il vaut mieux que les ombres soient très peu empâtées alors que c'est les lumières qu'il faut empâter. On a des jeux de griffures à l'intérieur de l'image, on a des jeux de superposition, c'est-à-dire que le jaune, vous voyez, vient, on le devine sur quelque chose qui est en dessous. Ce qu'a beaucoup fait Matisse, ce jeu de découpage de papier coloré. On a des jeux d'éclaboussure qui font des découpes très étonnantes sur des surfaces qui sont très très grandes, qui sont très puissantes et dans lesquelles, c'est là où je veux en venir, le spectateur doit s'immerger. La façon de regarder la peinture ne peut plus être une façon globale, elle est immersive. Et on va, j'en ai parlé avec le lieu d'exposition de Peggy Guggenheim, on va commencer à inventer le white cube, c'est-à-dire une boîte blanche avec presque pas de lumière pour qu'on puisse être totalement dans la peinture. On a vu Motherwell, de Kooning, alors c'est lui le vrai prolongateur de Picasso, parce que commençant, lui aussi, il vient de Hollande, il a traversé la mer, et il va rester attaché à faire des personnages. C'est un de ceux qui travaillent sur... On en voit sur le site du MoMA, et les images viennent de là, un vrai sens de la couleur, mais aussi un attachement à la figuration jusqu'à faire dans ces années 49 ces séries de Woman, sa femme pose, et on a quelque chose qui est d'une puissance invraisemblable, puisqu'on peine à savoir si le rose est un personnage, s'il y a un reste de bras, une épaule peut-être, un début de fesses relevées, ou une forme graphique qui s'est effacée. On a du mal à savoir si le noir vient devant ou est derrière. On est face à des très très grands formats. On a une matière qui est assez belle. Et je le rappelle, puisque l'enjeu se fait encore plus sur ce Woman
de Kooning. On a une puissance que n'a pas du tout Picasso. On a une force que je retrouverai avec admiration chez Asger Jorn, un peintre de Cobra qu'on verra dès 64. Voilà, de la peinture, les Américains disent painterly, c'est-à-dire de la peinture, quelque chose qui est vraiment torché, qui est dans le frais, on repasse par-dessus. Alors, ça a l'air facile à faire, mais je vous le garantis que ça se cochonne très vite. C'est-à-dire, si tu prends sur du petit jaune frais comme ça, si tu remets un petit peu du noir, tu vas faire du cacaboudin assez vite, je te le garantis. Et il ne s'agit pas de remettre des jaunes en épaisseur pour penser que tu vas t'en sortir. Ça ne marchera pas bien. Ça passe ou ça casse, ce genre de choses. Il est assez frais, léger dans le bas. On retrouve les jambes, les chaussures à lacets, la poitrine, les épaules. Et dans Sa Woman numéro 2 de 1950, une puissance de destruction de la figure qui va très loin. Même chose sur des pastels et le jeu d'effacement, de frottage, de disparition de la forme est absolument passionnant. Et 1960, on est un peu plus tard, ça s'appelle Arbre à Naples, quelque chose qui pourrait plaire à la peinture abstraite de Nicolas de Stel, de Vieira da Silva, qu'on va voir plus tard, puisque en Europe, dans ces années 50, une peinture abstraite s'organise pour lutter. Et c'est mon sujet, j'ai basculé dans le chapitre 2, les 5 épisodes qui vont venir, l'idée de garder une trace de vie, en fait. Dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup d'images, ces artistes-là, vous voyez, des restes de journal par en dessous, ces artistes-là cherchent à aller au-delà du motif, à dépasser ça. Et c'est pour ça que de Kooning est le plus intéressant en un sens de ceci, même si chez Gorky, on voit qu'il y a encore des traces de personnages, d'écriture, ce qu'on voit dans mon fond d'écran que j'ai gardé. Chez Clyfford Still, le dernier que je voudrais vous montrer, la figuration a complètement disparu. Et on est... pourquoi est-ce que j'ai appelé ce deuxième chapitre la vie, c'est-à-dire l'idée de performer, d'être au cœur de l'existence, tout simplement pour sortir de ce monde d'images qui nous sature et pour que la peinture provoque une expérience, que ce soit celui qui peint ou que ce soit celui qui regarde. Il est devant l'œuvre et il est là pour se fondre dedans. Plus de repères autres que ce jeu de contours, plus de repères presque que ce jeu, vous voyez, de transparence ou de superposition qui fait qu'il y a quelque chose qui s'éloigne un petit peu. On est presque face à des cartes. Ici, je verrai une petite trace des derniers Picasso ou de Miro avec ce jeu de couleurs. On est face à des très, très grands formats dans lesquels le spectateur va s'immerger. On est face à des gens qui travaillent la couleur d'une façon merveilleuse, puisque vous voyez que le bleu qui est ici, il est en dessous. Il est recouvert doucement par petites touches et par empattement qu'on devine un peu là. On a la couleur de la toile indemne et puis le blanc qui revient mettre une force par-dessus. On a une puissance et un calme en même temps. On a quelque chose qui est très dessiné. Ça peut paraître bizarre quand on est abstrait de parler de dessin, mais c'est ces qualités de contour dont je parle, de disparition, de frottage, de fluidité. Et ce que Steele fait comme Motherwell, c'est le terme est un peu fort, c'est pour ça que je l'emploie, une dramaturgie de couleurs vives, c'est-à-dire comme un embrasement, comme si quelque chose était en train de brûler. Et l'idée d'associer dramaturgie à la peinture abstraite, c'est assez intéressant, c'est-à-dire quelque chose qui va comme un découpage, on pourrait presque penser que quelque chose a été déchiré, que c'était collé avant, on l'a retiré. En même temps, cette petite ligne rouge qui revient ici, elle est le signe d'un artiste qui travaille librement, qui s'amuse aussi, qui donne quelque chose de très puissant, mais dans lequel il faut du temps pour entrer, c'est-à-dire, il faut le voir en vrai plutôt, et où, si on ne prend pas le temps de le regarder, on n'atteindra pas ce que cherche à nous faire passer Steele. Peinture de matière, de haute pâte, ces œuvres évoquent l'arrachage de lambeaux de matière de la surface qui seraient dans une même couleur. On n'a pas basculé encore dans le monochrome. Malevich l'avait laissé tout blanc, carré blanc sur fond blanc, en disant voilà, la radicalité de la peinture est là. Il va arriver avec Ad Reinhardt dans peu de temps, dans la même période américaine des années 50, c'est-à-dire du presque noir sur du noir, des choses qui permettent d'entrer dans ce que un autre critique va appeler le color field, c'est-à-dire le champ de couleurs. On est dans la couleur pure, voilà. Au seuil de la peinture monochrome, sans jamais vouloir s'y soumettre. Qu'est-ce que cherche ce style ? Lorsque j'expose une peinture, je voudrais qu'elle dise « Je suis ici, c'est ma présence, mon sentiment moi-même, je me tiens implacable, fier, vivant, nu, sans peur ». C'est-à-dire,
Il n'y a qu'une présence, rien de plus que cette présence, rien de moins aussi, par cette dimension. C'est l'aspect vivant qui me fait, pour de la peinture abstraite, dire c'est un art qui est politique finalement, parce qu'il s'agit de le vivre quand on vient le voir immédiatement. Alors celui qui va faire et vous donner envie de compléter ce documentaire et de le trouver, c'est que Clément Greenberg, un des deux critiques, va écrire très tôt pour défendre cet art qu'il veut proprement américain, comme une espèce de reconnaissance d'un territoire qui est nouveau et qui s'était effacé par rapport à l'Europe. La notion même d'uniformité est anti-esthétique, c'est-à-dire il n'y a rien qui doit être uniforme. On peut dire la même chose de Joyce, de Stein. Je vais parler de ces artistes quand je vais aborder cette idée d'œuvre ouverte, c'est-à-dire une œuvre dans laquelle, c'est ce que je viens d'esquisser tout doucement, c'est le spectateur qui va faire son chemin. Le all over, c'est-à-dire ce qui dépasse les bords, répond au sentiment que toutes les distinctions de hiérarchie, tout ce qui serait devant, derrière, important, pas important, personnage secondaire, contour, dessin, tout ça disparaît. Puisque ce qui est important, c'est l'expérience, en fait. Rien de plus que l'expérience. Pour l'instant, voilà. La seule conclusion que nous puissions tirer, dit Greenberg, est que l'avenir du tableau de Chevalet comme véhicule d'un art ambitieux est devenu problématique. On peint plus vertical, on peint à l'horizontale, on remontre le travail en grande quantité, en utilisant cette convention comme ils le font, et comme ils ne peuvent que le faire, c'est-à-dire ils passent à autre chose que la peinture européenne. Des artistes comme Pollock sont en passe de détruire cette peinture de Chevalier. Il y a une guerre qui s'est engagée entre les deux, on le retrouve chez Greenberg. Voilà, cette description de Pollock par Greenberg, il la compare à un texte ancien de l'histoire de l'art de Wölfflin sur le baroque. C'est-à-dire cette idée de choses qui s'avanceraient, qui se reproduiraient un peu comme un champignon, en fait. Et j'aime bien, on est presque à la fin, reprendre le Norman Rockwell qui est capable de s'intéresser à l'art de son époque et à le dépasser en même temps. Alors, ce qui va vous donner, vous n'allez pas en revenir, envie de voir ce documentaire. Juin 1964. Mais selon le Congrès et le président Harry Truman, l'art moderne présente une vision négative du pays. La vie politique est maintenant dominée par les délires du sénateur républicain McCarthy, qui dénonce la mainmise des communistes dans les administrations américaines comme au département d'État. Alors, ça reprend notre enjeu d'hier. Les nazis, l'URSS n'a pas été capable de se servir de l'art d'avant-garde pour s'appuyer. On pourrait penser que c'est ce qui se passe immédiatement. Non. Le McCarthyisme va plutôt chasser ces artistes. Et vous allez voir le retournement que suggère avec preuve ce documentaire passionnant. L'hystérie est collective. Une double page du magazine Time Life met en cause le patriotisme de certains intellectuels et scientifiques américains et dénonce ses sympathisants communistes comme des idiots utiles. Dans ce climat de méfiance et de délation généralisée, s'ouvre un procès dans lequel l'industrie du cinéma va être le théâtre d'une épuration en règle. Il faut nettoyer la profession des communistes. Les suspects sont accusés de collusion, condamnés à des peines de prison et boycottés par les grands studios d'Hollywood. Désormais, la politique culturelle du gouvernement est dans le collimateur des conservateurs. Le député républicain du Michigan, George Dandero, attaque violemment l'art moderne devant le Congrès à Washington. L'art moderne est communisant parce qu'il est déformé et laid, parce qu'il ne glorifie pas notre pays magnifique, notre joyeux et souriant peuple et notre progrès matériel. Le cubisme vise à la destruction par un désordre étudié. C'est vrai. Le futurisme vise à la destruction par le mythe de la machine. Exact. Le dadaïsme vise à détruire par le ridicule. Tout autant. L'expressionnisme vise à détruire en singeant le primitif et le fou. Le surréalisme vise à détruire en niant la raison. L'abstraction vise à détruire en créant des formes mentales. Quelle superbe critique d'art, c'est exactement ça. Ce langage rappelle celui des régimes fascistes qui viennent d'être défaits. Il n'est pas non plus très éloigné du discours employé en URSS, où les soviétiques adorent détester certaines formes d'art moderne, en particulier l'art abstrait, parce que la seule école artistique officielle en Russie, c'est le réalisme soviétique.
Et sur la précédente, c'est pas le cas, mais sur cet artiste Deneka, on a un art officiel plus intéressant que l'art nazi ou l'art d'autres dictatures. En avril 1949, s'ouvre à Paris, salle Pleyel, le congrès mondial. Quel est le rebondissement qui va nous servir de conclusion face à ce refus, en soupçonnant avec raison pour certains de communisme ou de sympathie communiste, l'art américain? Il ne peut donc pas servir de contre-pouvoir culturel face à l'URSS. J'ai sauté le passage qui précise que la France, les pays communistes dans le monde vont envoyer Picasso, Aragon, des artistes innovants en fait. Il faut donc que les États-Unis s'arment pour trouver une réponse et on va avoir la réponse en 3 minutes tout de suite. Et ensuite, je vous dis à demain. Dans ce temps-là, à New York, la rue gronde. Les foules entières manifestent contre ces intellectuels vendus au communisme. Le gouvernement américain se trouve coincé entre la montée du macartisme et le besoin d'être représenté par ces artistes d'avant-garde qui doivent incarner la grandeur de l'Amérique. Alors, pour atteindre ces objectifs, le département d'État va faire appel au secteur privé. Aux États-Unis, les agences gouvernementales qui auraient dû assurer la promotion de l'art américain se désistent parce qu'elles se méfient des artistes qu'elles soupçonnent d'être des communistes et elles refusent d'avoir affaire à eux. Donc le MoMA vient combler ce manque. Modernistic, that new $2 million museum building, opened by officials of the Museum of Modern Art. Nelson Rockefeller, new president of the museum. The Museum of Modern Art. Nelson Rockefeller, homme politique, collectionneur d'art et mécène. Président de la Chase Manhattan Bank, président du MoMA. Depuis sa création en 1929, les mécènes du musée, influents et progressistes, en ont fait un lieu unique au monde. Picasso. Le MoMA consacre entièrement sa collection à l'art moderne. Léger. Les plus grands chefs-d'œuvre futuristes, expressionnistes et surréalistes européens y ont déjà trouvé leur place. Le petit Dali. Salvador Dali, Henri Matisse, Marc Chagall, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso et ses demoiselles d'Avignon, toujours vues par certains comme une provocation. Depuis quelques années, le MoMA achète le nouvel art américain. Les peintures de Mark Rothko, Achille Gorky, Jackson Pollock sont pour Rockefeller un art proportionné à la grandeur de l'Amérique. Et c'est là le plus important de ce que je veux vous montrer. Comment quelqu'un, intuitivement, dans un espace privé, de sa propre collection, va avoir le coup de génie, de publicitaire pourrait-on dire, en associant ça. Qu'est-ce que cet art qui ne dit rien d'autre que sa propre forme, qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter au monde ? Nelson Rockefeller parle de la peinture de la libre entreprise. Pour lui, l'expressionnisme abstrait, c'est de la libre entreprise sur toile. C'est exactement ce que représente l'Amérique et la façon dont elle se voit. C'est l'image qu'elle veut projeter d'elle-même. Nous avons une avant-garde qui est tellement libre qu'elle n'accepte même pas les limites du cadre. Chez nous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De l'action painting, jeter la peinture sur les murs, au sol. Nous sommes si grands, si matures, que nous pouvons même en faire un support promotionnel, un vecteur d'idées positives sur l'Amérique et ses intentions pour le monde. Quel programme ? À l'opposé du réalisme socialiste doctrinaire, l'abstraction américaine ne véhicule aucun message politique et témoigne d'une liberté totale. Elle pourrait être une arme puissante au service du monde libre. Il faut trouver des solutions pour l'imposer au monde. La CIA, qui vient d'être créée, va devoir agir dans le plus grand secret.
Pour sauvegarder les valeurs démocratiques, l'agence va devoir utiliser des méthodes antidémocratiques et mettre en place, avec les libéraux, un système de financement occulte qui va déferler sur l'Europe pour y faire triompher la peinture américaine. Quel rebondissement, les amis. Il ne s'agit pas pour eux, on va le découvrir, vous allez le découvrir par vous-même, de guider la main de ces artistes qui sont assez grands pour créer par eux-mêmes. Par contre, il s'agit d'aider cet art à se promouvoir et à se retrouver dans toutes les galeries. Rappelez-vous le début de cet épisode, 1964, c'est Rauschenberg qui triomphe à la Biennale de Venise et toute l'Europe est à terre. On se revoit demain.